sur la partie s'inspirer avec la communauté Lucie, on va passer à la présentation de Jérôme et Alexandre des établissements CRO qui vont pouvoir vous présenter ce qu'ils ont pu mettre en place dans leurs établissements. Jérôme et Alexandre, est-ce que vous êtes bien avec nous? Oui, tout à fait. Eh bien là. Alors du coup, je vais commencer par nous présenter. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Ah non, c'est toujours en mode présentation, c'est bizarre. Bon, c'est pas très très grave. C'est pas très très grave, mais donc ce que nous sommes donc Alexandre Moriès, moi je suis responsable du marketing et de la communication chez aux établissements André Cros et je m'occupe également de la coordination de la responsabilité sociale de l'entreprise au sein des établissements. Allez, bonjour à tous, Jérôme Cros, je suis le directeur général des établissements Cros. Voilà, je dois vous avouer que je suis un peu mal à l'aise de témoigner aujourd'hui par rapport aux interventions de ce matin. Même ce qu'on va vous présenter, parce que j'ai quand même le sentiment d'être un vilain petit canard dans ce monde-là. Voilà, parce qu'on va essayer de témoigner simplement parce qu'on essaye de prendre notre part et de progresser sur le sujet, mais voilà, je crois qu'on est loin, loin, loin d'être exemplaire. Ça va en décomplexer plus d'un. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit film qui va vous permettre de nous situer un peu mieux. Donc, on est une PME de 60 employés. On est localisé à Échirolles, c'est dans la banlieue sud de Grenoble. Et donc, nos métiers, c'est de vendre, d'installer, de louer, de faire la maintenance de différents matériels pour l'industrie. Donc, vous avez là, typiquement sur la gauche en jaune, des groupes électrogènes thermiques, des… Pas la vidéo, Alex. Pardon? Pas de vidéo. Ah, vous n'avez pas de vidéo. Il faut peut-être partager l'autre écran sur lequel est la vidéo. Pourtant, j'ai qu'un seul écran. Alors, est-ce que là, ça va mieux? Dites-moi. Ouais, ça va mieux là? Non, toujours pas? Si, c'est bon, Alex. Ah, pardon. Ouais, donc excusez-moi. Alors, je vous disais qu'on fait dans les compresseurs d'air thermiques ou électriques, des groupes électrogènes pour les chantiers. On a également des pompes, comme vous pouvez le voir ici, ou d'autres activités un peu plus spécifiques. Et notamment, au-delà de l'offre d'usage dont va parler Jérôme tout à l'heure, on fait également du matériel de foration pour également le BTP. On a au sein des établissements un magasin de pièces détachées qui permet non seulement d'approvisionner nos techniciens quand ils partent en intervention, mais également d'accueillir des clients qui peuvent venir chercher directement leur matériel. Sur le plan social, on a co-élaboré avec l'ensemble des employés des nouveaux bâtiments et là, vous voyez justement ces nouveaux environnements. On travaille en intelligence collective, c'est un peu une spécificité, que ce soit au sein du comité de direction ou de certaines commissions rassemblant les employés. Et on va vous parler de cette zone de tri des déchets qui est pour nous un pari important justement pour notre tri sélectif par rapport à nos activités de maintenance. Et donc, on est membre de la communauté Lucie depuis 2013, date de notre première certification. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc moi je profite de l'occasion pour demander à Jérôme de nous parler justement de ce qui a pu déclencher au sein de la famille Cros cette prise de conscience et ce choix de se lancer dans justement l'économie circulaire. Alors, juste voilà, pour revenir avec un élément d'histoire. Donc moi, je suis la 3e génération à la tête des établissements Cros, mais on a une entreprise dans la famille depuis 1785. Donc, il y a eu des générations avant dans un autre métier qui était la tannerie et le travail
du cuir, souvent on dit la première génération, elle crée, la deuxième génération, elle développe, et la troisième génération, elle plante tout. Bon, on va essayer de faire mentir l'adage. En fait, c'est une prise de conscience en se documentant un peu, puis principalement sur un rapport Meadows à l'époque, et dont Samuel a parlé tout à l'heure, l'épuisement des ressources. Et nous, ce qui nous touche de plein fouet, c'est la trentaine d'années de cuivre, parce que dans nos métiers, on transforme de l'énergie. Voilà, donc nous, on a énormément de moteurs électriques et de moteurs thermiques. Et le jour où il n'y aura plus de cuivre, ça veut dire que toutes nos motorisations et toute notre activité, elle risque d'être très, très, très fortement impactée, voire de s'arrêter de manière pure et simple. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience-là, avec l'idée d'essayer de ne pas attendre d'être au pied du mur et de se mettre en chemin, puisqu'on sait que se transformer, c'est souvent difficile. Donc, de se mettre en chemin et de faire des pas progressifs pour préparer un autre monde ou une autre société. Voilà, tout simplement. C'est vraiment la contrainte de voir quelque chose qui va s'arrêter, et la conscience que, voilà, moi, quand j'ai pris la direction générale, il y avait déjà eu 65 ans d'entreprise. Il ne nous reste que 30% d'une matière première qui est essentielle dans nos activités. Le sujet, c'est vraiment de se mettre en chemin pour inventer et concevoir des solutions pour demain, pour que cette entreprise puisse encore perdurer. Alors du coup, comme le montrait Samuel tout à l'heure, l'économie circulaire nous a bien évidemment intéressés, et on a choisi pour cette présentation de vous parler de 3 initiatives pour chacun des 3 axes. Et donc, si on commence par le premier, c'est de demander finalement quelles ont été les actions qui ont été mises en place chez Cros pour l'allongement de la durée d'usage. Alors, dans une de nos activités, une de nos manières et de nos modèles d'affaires, c'est on a une activité de locatier, donc on loue du matériel. Et ça, je pense que ça fait écho à ce que partageait Samuel sur l'allongement de la durée d'usage. Donc, le fait de proposer du matériel en location permet de l'utiliser plus longtemps et de le mettre à disposition de plus d'utilisateurs. Voilà. Après, il y a toute une démarche au niveau de la maintenance, de vraiment, alors c'est consommateur de ressources aussi, mais plutôt d'aller sur de la maintenance préventive. On n'est pas encore à la maintenance prédictive, plutôt que la curative. Si on maintient bien nos équipements, les faire durer longtemps, parce qu'on peut aller sur des cycles d'une vingtaine d'années. Par contre, si on ne fait pas le préventif correctement, au bout de 5 ans, nos équipements ils peuvent être HS ou aller après dans des choses qui économiquement ne sont pas plus viables. Donc, c'est vraiment encourager nos clients à aller sur de la maintenance préventive pour allonger la durée d'utilisation des équipements. Et puis, on est aussi, ça je pense que c'est culturel, ça vient de mon grand-père qui détordait les clous pour les réutiliser, sur des machines qui sont en fin de vie, quand même essayer de récupérer un maximum de pièces d'occasion pour pouvoir soit les remettre chez les clients, soit les utiliser en interne pour justement la maintenance préventive de notre parc location. Tout à l'heure, on montrait là, dans notre court film la zone de tri et de gestion des déchets. Et là, c'est pareil. Est-ce que tu peux nous parler notamment des actions qui ont été réalisées avec les salariés à ce titre-là? Donc, en 2013, on avait mené un projet avec l'ensemble de nos salariés pour rêver notre bâtiment du futur, ce qui a donné lieu à un projet de travaux global sur le site pour aller au maximum de la capacité de notre site. Donc, ça peut faire des ponts aussi avec ce qui était partagé ce matin sur
l'utilisation des sols, etc. Aujourd'hui, les établissements CRO sont implantés sur un site qui fait un peu plus d'1 hectare. La solution de facilité aurait été simplement de déménager et puis d'aller se mettre dans un grand champ, construire un grand bâtiment industriel. Ça, c'était simple. Nous, on a fait le pari de rénover nos bâtiments. Donc, on a imaginé nos besoins en intelligence collective à 50. Voilà. Et puis, dans les partages qu'il y a eu avec les salariés, il y avait des choses qui remontaient, comme quoi on ne travaillait pas proprement, qu'on ne recyclait pas suffisamment, etc. Ce qui nous a amené à créer un nouveau bâtiment. Et aujourd'hui, on a un bâtiment avec un peu plus de 100 mètres carrés qui est dédié aux déchets. Donc, économiquement, je vous promets que ça coûte très cher de faire 100 mètres carrés de bâtiment pour stocker des bennes à déchets. Et aujourd'hui, on s'efforce de trier un maximum. Voilà, on a vraiment découpé au maximum nos activités, nos types de déchets pour pouvoir les faire valoriser par des prestataires de la moins mauvaise manière possible. Voilà, mais on n'est encore pas bon parce que ce matin, on parlait de neutralité carbone. Et puis, quand je vois qu'on brasse encore 25 tonnes de déchets par an, nous avons encore du boulot. Voilà ce que je peux en dire. Et je ne suis pas fier de ça, pour le coup. Alors après, par rapport à l'économie de fonctionnalité, comme on le dit, il vaut mieux une bonne explication. Alors, on va d'abord vous présenter une courte vidéo d'1 minute sur le produit, puis ça permettra après, ce que Jérôme en parle, que vous compreniez le concept. Alors, je vais juste vérifier que j'aurai bien le son. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-moi. Bonjour, je m'appelle Alex. Ouais, vous n'avez pas la vidéo. C'est encore pire, ça. Décidément. Ouais, c'est qu'à chaque fois, il faut que je choisisse l'écran de partage. Là, vous devez avoir au moins de la visibilité. Là, on voit une image. Et vous aviez le son ou pas? Oui. Oui. Ah, allez. Bonjour, je m'appelle Alex. Dans mon entreprise, la production nécessite de l'air comprimé, une utilité indispensable qui n'est pas dans mon cœur de métier. J'ai rencontré Cédric, le chargé d'affaires des établissements CRO. Lors de son audit technique, il a mesuré les variations de notre consommation et a identifié les possibilités d'amélioration. Cédric nous a proposé Careos, l'offre d'usage en air comprimé. Nous avons accepté de confier notre centrale d'air aux établissements CRO. Leur équipe technique a réalisé toutes ces améliorations sans investissement de notre part. Aujourd'hui, nous avons réduit de moitié notre consommation énergétique avec la mise en place d'équipements optimisés et un système de récupération de chaleur. Les établissements CRO ont pris la responsabilité de notre production d'air comprimé et en garantissent la continuité au quotidien. Maintenance globale, suivi en continu par télésurveillance, ils pilotent l'évolution des performances et assurent l'exploitation. Au final, je maîtrise mon budget avec sérénité. Je ne paye que ce que je consomme. Alors faites comme moi, pour votre production d'air comprimé, choisissez Careos, la solution globale des établissements CRO. Prenez contact avec eux, ils s'occuperont de tout. Alors, au-delà, je dirais, de la promotion de services, bien sûr, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur pourquoi cette offre d'usage, puisque ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'elle a été proposée, et en quoi est-ce qu'elle s'inscrit justement dans l'économie de fonctionnalité? Alors, l'entreprise a bien conscience de la finitude de notre planète. Voilà, donc nous, ce qu'on cherche, et je vous promets que c'est difficile et la position est difficilement tenable, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais on se bat là-dessus. La croissance en elle-même, en tout cas la manière dont elle est faite aujourd'hui, souvent dans les volumes, sur le plan du business, nous emmène dans le mur. Voilà, parce que nous, nos fournisseurs sont des leaders mondiaux pour ces matériels, veulent faire toujours plus, vendre toujours plus de machines, etc., sont toujours dans ces logiques-là. Et donc, pour nous, l'usage était un moyen aussi de se sortir de cette dépendance à ces fournisseurs et de se redonner des degrés de liberté. Donc, l'idée de l'économie de fonctionnalité, pour nous, c'est bien de vendre l'usage de l'équipement et pas le bien.
en tant que tel et d'y apporter un maximum de valeur ajoutée autour, parce que ce qui permet aussi, dans les logiques financières de ce monde, de défaire un peu la logique de retour de ROI, où dans le monde industriel aujourd'hui, quand vous allez présenter des projets avec des ROI au-delà de 2 ans, on vous dit que ce n'est pas réaliste et que nous, on peut faire de belles choses qui font sens, mais avec des ROI qui sont généralement à 5 ou 6 ans. Donc, pour franchir ça, la vente de l'usage est intéressante parce qu'on reste propriétaire, nous, des équipements. Ça challenge pleinement nos équipes pour en maximiser la durée d'usage, donc les gérer vraiment en bon père de famille pour les faire durer le plus longtemps possible, parce que demain, c'est une source de revenus pour l'entreprise, donc pour nos salariés. Voilà. Après, c'est aussi offrir des solutions de souplesse dans un monde qui bouge et qui évolue de plus en plus vite, avec des hausses et des baisses d'activité, de pouvoir coller le plus finement possible aux besoins de nos clients. Et dans cette offre, on a l'air comprimé, c'est une énergie qui est déplorable parce que c'est un rendement énergétique de l'ordre de 10%. Vous rentrez 100 d'électricité dans nos machines et il y en a 10 qui vont être restituées sous forme d'énergie pour entraîner des moteurs, par exemple, derrière. Tout le reste, c'est de la chaleur qu'on balance aux petits oiseaux. Voilà, donc dans notre offre, pas que dans l'offre d'usage, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pousse dans l'offre d'usage. On a des solutions de récupération de calories qui peuvent nous permettre de récupérer jusqu'à 80% de l'énergie. Donc, ça permet d'avoir une machine dont, au global, l'efficacité redevient, entre guillemets, on va dire tolérable. Je ne sais pas si elle est acceptable, mais ça fait des gros gaps, quoi. Dans le fonctionnement d'un compresseur, 50% du coût global, c'est de l'énergie qu'on injecte dans la machine. Voilà, donc on a tout intérêt, et nos clients ont tout intérêt aujourd'hui à raisonner en coût global. Et l'offre d'usage permet ça, parce qu'on vient facturer un mètre cube avec un engagement énergétique et une performance énergétique qui est garantie dans la durée. Et puis tout ce qu'on vient greffer autour en termes de télésurveillance, etc., nous permet d'avoir du contrôle en continu, donc d'analyser tout de suite les dérives et de faire du correctif pour maintenir la bonne spécification et pas laisser partir, parce que facilement on peut avoir 7 à 10% de rendement qui partent encore si la maintenance n'est pas bien effectuée. Donc voilà, c'est vraiment encadrer au maximum la performance des installations. Merci Jérôme. Donc, voilà un peu la fin de notre témoignage. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Merci beaucoup Alexandre et Jérôme. Caroline, est-ce que tu as des questions du côté du chat? Alors, je pense que la présentation a été très très claire parce qu'on a très peu de questions. Il y en a une qui est assez spécifique d'Agnès qui souhaite savoir s'il y a une manière de recycler le métal, notamment pour des bijoux fantaisie en laiton. C'est très spécifique. Je pense que moi, je ne serai pas en mesure de répondre à cette question, en revanche. Alors, du coup, je ne suis pas sûre de la compréhension complète de cette question. Effectivement, il y a différentes manières de recycler le métal. Ça, c'est pas, je pense que je t'apprends rien à personne à ce niveau-là. La seule question qu'on peut se poser je pense que j'élargis un petit peu au niveau de la question pour le tout recyclage, c'est qu'on a beaucoup de pertes en fait en ligne. Par exemple, si vous utilisez des composés comme le nickel. Le nickel, il y a une partie qu'on va pouvoir recycler parce qu'elle est en quantité assez condensée. Vous en avez peut-être parlé ce matin. Mais par exemple, tout ce qui est particules de nickel qu'on peut retrouver par exemple dans des peintures ou autres, elles vont être tellement diffusées qu'on ne sera pas en mesure de les recycler. Donc, du coup, on a toujours une perte en ligne, même avec des matériaux comme le métal qui sont recyclables un grand nombre de fois sans trop de perte de propriété, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les matériaux. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de pertes en ligne, que ce soit oula, je vois les questions en même temps.
Donc, il y a beaucoup de manières de recycler, mais avec des grosses pertes en ligne, soit à cause de la difficulté de collecter ces quantités, soit à cause de la nature de la diffusion en fait, de ces produits-là. Donc, j'ai vu qu'on avait d'autres questions qui étaient arrivées par la suite. Oui, il suffisait d'en poser une et puis du coup, les autres sont arrivés. Alors, il nous reste 6 minutes, on va faire un petit peu rapidement. Pour les établissements CRO, comment avez-vous découvert et vous êtes-vous approprié l'économie de fonctionnalité? Et puis, comment vos clients ont perçu ce basculement-là, donc de la propriété vers l'usage? Alors, découvert, on s'est mis à faire de l'économie de fonctionnalité sans le savoir, tiré par des clients qui nous ont demandé de monter des solutions dans ce sens. Notre premier contrat d'usage, il a plus de 20 ans, c'était avec le CNRS à Grenoble. En fait, ils n'avaient pas les moyens d'investir, mais ils avaient quand même besoin d'air comprimé. Donc, c'était dans une pure logique financière. Et en fait, le travail vraiment de formalisation, de regarder ce qu'on était en train de faire entre guillemets l'enrobage marketing et puis de segmenter un peu notre offre en termes d'usage, c'est quelque chose qu'on a démarré il y a 4 ou 5 ans maintenant. Voilà, on l'a fait accompagner, on s'est fait accompagner par un organisme qui s'appelle le CIRID en région Rhône-Alpes, qui avait lancé un projet pilote avec la région. Et voilà, on avait sauté sur l'occasion pour se faire challenger, ce qui nous a fait beaucoup bouger en termes de conception d'offres et de représentation. Donc ça, c'était un vrai pas en avant. Voilà, chez nous, c'est vraiment devenu quelque chose de stratégique, puisque dans notre vision à 2023, on souhaite faire 50% de notre chiffre d'affaires dans ce modèle économique-là, sachant qu'aujourd'hui, on a une dizaine de pourcents. Ça vous donne encore le chemin qui reste à parcourir. Aujourd'hui, l'offre est déclinée dans l'activité de l'air comprimé industriel, qu'on est aux prémices d'une déclinaison dans un autre de nos métiers qui est le secteur du pompage et du transfert de l'eau. Voilà, où on commence à modéliser une offre, mais nous, on y va par petits pas et expérimentation. Voilà ce qui va faire la transition avec comment vos clients perçoivent le basculement. La propriété, c'est un truc, c'est méchamment ancré en France. C'est un truc de malade mental. Donc, il y a un vrai frein là-dessus. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est des offres qui sont compliquées à vendre, hein, même au niveau des forces commerciales chez nous. C'est vraiment faut switcher dans la manière de présenter, parce que sinon, les gens nous ramènent toujours dans des comparaisons de choses qui ne sont pas comparables, puisque vu qu'on y greffe plein de services additionnels autour, les comparaisons économiques sont toujours faussées, quoi. Voilà, donc il y a vraiment, quoi. On sent par contre qu'il commence depuis 2 ans à y avoir une maturité sur le marché. C'est beaucoup plus audible aujourd'hui, mais je pense que c'est lié avec l'usage qui se développe aussi dans la grande consommation. Donc, l'autopartage et des choses comme ça fait que ça devient entendable aussi aujourd'hui dans les entreprises. Très bien, merci pour ça. On a une deuxième question et on s'arrêtera avec celle-ci très intéressante. Du coup, comment est-ce que vous pouvez agir sur vos fournisseurs d'équipements pour qu'ils accroissent la durabilité des équipements que vous utilisez du coup dans votre système et pour qu'eux également aillent vers l'éco-conception? Je vais vous dire qu'on n'a quand même pas beaucoup de poids sur le sujet parce que nous, on est une toute petite PME. On travaille à 100 km autour de Grenoble, donc des gens qui font presque le même métier que nous. Nous, on est un peu l'équivalent d'un concessionnaire automobile pour une marque de compresseurs qui est le leader mondial. Donc, on pèse pas grand-chose. Voilà, mais ça fait son bonhomme de chemin parce que la conscience écologique est en train quand même de prendre de la place dans la société, qu'il y a des générations aussi il y a une nouvelle génération qui arrive aux commandes des entreprises ou à des postes à responsabilité avec des gens qui sont plus sensibles. Voilà, donc c'est vraiment un travail de fond et de lobbying. Et
Après, sur la durabilité, c'est surtout que ça nous permet de sortir de notre modèle de concessionnaire exclusif où on représente une marque. Vu qu'on reste en propriétaire et qu'on ne vend pas les équipements, ça nous laisse, nous, la latitude de sortir de notre contrat commercial et d'aller chercher éventuellement d'autres équipements avec d'autres partenaires et de regarder d'autres solutions. Voilà, où là, on va vraiment pouvoir travailler sur certains équipements, sur la durabilité, sur des choix technologiques très spécifiques pour faciliter la maintenabilité des équipements. Donc, avec des équipements où il va y avoir des pièces standards qui sont mises communes du marché et pas des pièces captives, etc. Mais c'est vraiment un travail d'analyse fin des machines pour faire ça. Ok, bah, merci beaucoup Jérôme. Je pense que je suis désolée, on va devoir s'arrêter là pour les questions pour pouvoir maintenir le rythme. On a vu qu'il y avait d'autres questions qui avaient été posées dans le chat, notamment à destination des établissements CRO. On leur transmettra vos questions pour essayer On répondra avec plaisir. d'y apporter une réponse plus tard. En tout cas, merci Alexandre et Jérôme pour ce témoignage. Je suis ravie d'avoir aujourd'hui un témoignage sur l'économie de la fonctionnalité parce que dans on va dire le domaine très restreint des personnes qui travaillent sur le sujet d'économie circulaire, quand on parle de l'économie de fonctionnalité, on a souvent tous le même exemple qui est enfin les deux mêmes exemples, on va dire. Michelin et Xerox. Soit Michelin, soit les Vélib. Je pensais aux Vélib et aux Autolib. Ouais. Deux exemples de fonctionnalité et j'ai entendu il y a quelques mois un grand monsieur de l'économie circulaire dont je tairai le nom qui disait « Si on n'entend parler que de ces deux exemples-là, c'est parce qu'il n'y en a pas ». Et je suis ravie que vous fassiez mentir ces exemples sur ce sujet-là et je ne manquerai pas d'utiliser votre exemple dans mes prochaines présentations si vous le souhaitez. Bon, merci beaucoup de nous apporter un témoignage sur ce sujet assez peu encore exploité. J'espère qu'il se développera beaucoup.